Bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire donc organisé par l'ARS Hauts-de-France en partenariat donc avec BIT et avec la participation de nos panélistes aussi, Dr Andrieux et Dr Coutenier. Donc ce webinaire, on a décidé de l'organiser dans le cadre en fait d'une étude qu'on a demandé à notre partenaire à BIT de réaliser sur donc un diagnostic du comportement des personnes en surpoids et ou en obésité dans les Hauts-de-France. Au niveau des Hauts-de-France, donc vous le savez peut-être, on est sur une prévalence d'obésité qui est parmi, enfin qui est la plus élevée de France métropolitaine et de surpoids également important. Donc on arrive quasiment à 45% de la population qui est en surpoids, en obésité dans les Hauts-de-France, qui est marquée par un gradient social fort et donc une situation de personnes en situation de précarité dans la région qui rend la situation compliquée. Donc, ça fait partie de nos politiques publiques côté ARS depuis des années, avant la fusion des régions, mais aussi en ex-Picardie. Donc, nous, au niveau national, on a des plans nationaux, on a au niveau régional notre projet régional de santé avec des plans d'action qui intègrent l'obésité autant en prévention qu'en prise en charge. On a une forte dynamique territoriale sur ces sujets. Et l'aspect comportement a peut-être été jusqu'à maintenant pas assez pris en compte dans nos actions et on souhaite davantage s'impliquer sur ces sujets. Donc ce diagnostic est pour nous une première étape de travail et on est très content de faire ce webinaire et commencer à parler de ces sujets qui ne sont pas forcément évidents et côté voilà, médical, sociologique, psychologique, c'est vraiment à la frontière de plusieurs thématiques. Et quand c'est transversal, ben, c'est plus compliqué à travailler. Donc, je laisse mes partenaires aujourd'hui intervenir. Je suis très contente que tout le monde ait pu se réunir dans cette pause déjeuner un peu active. Merci Alice Escande et Raphaël Rémi Fischler d'intervenir pour BIT aujourd'hui. Vous pouvez donc partager vos questions sur l'item Q&R. N'hésitez pas et on pourra au fur et à mesure, enfin à la fin de chaque intervention, avoir un temps d'échange ensemble. Et on va essayer de tenir le timing de 13h45 maximum pour la fin de ce webinaire qui sera enregistré et qui sera disponible donc en replay sur différents supports, dont le site de l'ARS, à voir aussi, c'est pas encore calé. Et on est à votre disposition. Si vous avez donc des questions ou des souhaits d'échange par la suite, n'hésitez pas à le mettre dans l'item de questions-réponses. Bonne présentation. Je vous laisse. Merci beaucoup, Inde. Et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être nombreux aujourd'hui pour ce webinaire. On est vraiment ravis aujourd'hui de venir vous parler c'est plutôt un extrait, enfin un résumé d'une analyse comportementale donc sur le sujet du surpoids et de l'obésité qu'on a pu réaliser pour l'ARS des Hauts-de-France. On va se présenter vraiment très rapidement et puis ensuite on va rentrer dans le sujet. Donc moi, je m'appelle Alice Escande, je suis conseillère senior au bureau français du BIT, donc Behavior Insights Team, et je suis en charge des projets en santé du BIT. Et je suis aujourd'hui accompagnée de ma collègue Raphaël Rémy Fleschler, qui est conseillère en recherche qualitative. Et très rapidement, donc le BIT, en deux mots, c'est un cabinet de recherche et de conseil qui se focalise sur l'application des sciences comportementales aux différents enjeux de politique publique. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas évidemment à venir nous parler à la fin du webinaire. Mais pour des soucis de temps, on va maintenant avancer et commencer notre présentation. Alors, oui, merci. Si tu peux avancer, très bien. Alors, je ne vais pas revenir sur la situation et les chiffres clés du surpoids et de l'obésité dans les Hauts-de-France, parce que Inde a très bien fait ça à l'instant. Du coup, comme la lutte contre le surpoids et l'obésité est donc inscrit via le projet régional de santé dans les priorités de l'ARS, c'est dans ce cadre-là qu'on a été mobilisé pour pouvoir réaliser une étude qui pourrait permettre à l'ARS de mieux comprendre la population concernée, de pouvoir explorer les différents parcours de vie des individus en surpoids et en obésité, de pouvoir identifier les freins qui limiteraient potentiellement la capacité des individus à agir, mais aussi des leviers qui pourraient être mobilisés dans des dispositifs de lutte ou de prévention du surpoids et de l'obésité.
Donc, on a donc réalisé une étude mixte, donc avec un volet quantitatif et un volet qualitatif. Donc, sur le volet quantitatif, on a réalisé une enquête en ligne avec environ 400 adultes des Hauts-de-France. Donc, c'était sur une population adulte 25-55 ans, avec un IMC supérieur ou égal à 25. Et on a réalisé cette enquête sur un outil d'enquête en ligne qui appartient au BIT qui s'appelle Predictive. On a complémenté cette enquête par un volet qualitatif donc qui s'articule autour de deux activités. La première étant des entretiens, donc on appelle semi-directif et narratif. Donc narratif pour permettre un style un petit peu plus ouvert à la parole, avec 16 adultes en surpoids et ou en obésité aussi dans les Hauts-de-France. Il n'est pas sur le slide, mais évidemment, on s'est assuré d'avoir une bonne représentativité au niveau de l'âge, du sexe, de la CSP, du milieu d'habitation, etc., entre les entretiens et l'enquête. Et on a également mené des groupes de discussion avec les participants dans lesquels on a pu sonder ces participants sur leur perception de programmes ou de campagnes existantes autour du surpoids pour justement essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de leurs besoins. Alors, sur les résultats, donc comme je le dis, c'est plutôt un extrait, mais on vous donne ici les résultats clés de cette enquête. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les habitudes qui peuvent mener à un surpoids ont pour cause un problème de connaissance? Donc, je pense que ces résultats ne surprendront personne, mais ce qu'on retrouve dans l'enquête, c'est qu'il est aujourd'hui acquis que la sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires peuvent participer au surpoids. Donc, on voit dans l'étude quantitative que la quasi-totalité des personnes savent que l'alimentation ou le manque d'activité physique peut avoir un impact sur le surpoids, donc à 94% et 91% respectivement. Dans la même ligne, les participants connaissent très bien les recommandations à adopter pour prévenir le surpoids, l'obésité. Donc, de manière assez spontanée, la totalité des participants mentionne les phrases slogans telles que 5 fruits et légumes par jour, manger équilibré, éviter le gras, salé, sucré, bouger plus, etc. Donc, quelque chose qui est très clairement rentré dans les mentalités collectives. Donc, on a cette citation d'une dame qui nous dit « Oui, manger 5 fruits et légumes, pratique régulière, éviter gras sucré, le Nutri-Score. » On nous bassine tellement avec ça, partout dans les médias principalement. Donc justement, si on avance, on voit que même si les participants connaissent les recommandations, ils se disent assez lassés de les entendre, un peu fatigués, au point que ces recommandations, finalement, elles se vident de leur sens, elles ne veulent plus forcément dire quelque chose d'utile pour eux. Et ça, c'est aussi corroboré par d'autres recherches qui peuvent montrer que quand on est surexposé à des messages, notamment sur des recommandations de prévention, ça peut conduire à une certaine fatigue mentale qui peut entraîner des attitudes négatives envers ces mêmes recommandations. Donc, au-delà de ces phrases slogans, les participants aimeraient avoir plutôt des conseils assez pratiques, pragmatiques pour aller plus loin et justement répondre aux questions de qu'est-ce que ça veut dire 5 fruits et légumes par jour, comment est-ce que je peux manger sainement et rentrer dans les détails de quels ingrédients, comment cuisiner, quelle quantité, etc. Ce qui est intéressant, c'est que de fait, ces ressources-là existent. Donc, si on prend par exemple le site de Manger Bouger, il y a plein de ressources avec des recettes très détaillées, des menus, il y a même une fonction de personnalisation, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que les participants ne connaissent pas ces ressources et même s'ils les connaissent, en fait, ne les consultent pas. Si on avance, donc pour beaucoup de participants, en fait, ils perçoivent que pour eux, la seule manière et en fait la manière la plus efficace de pouvoir perdre du poids, c'est de suivre des régimes restrictifs. Et en effet, on voit, ça c'est corroboré par d'autres études qui montrent que environ 72% des personnes en obésité ont fait une stratégie de perte de poids via un régime restrictif. Donc, ce qu'on appelle les régimes restrictifs, c'est des programmes souvent payants, dits de marque, donc on retient aussi pour leur marketing assez présent, qui consistent à restreindre les pratiques alimentaires de manière parfois assez drastique et dans un temps court, en réduisant l'apport calorique ou carrément en éliminant certains aliments. Donc, ces régimes-là sont perçus comme les plus efficaces parce qu'ils peuvent mener à une perte de poids assez rapide. Et donc, on voit les résultats de manière aussi assez rapide et c'est une gratification un petit peu plus immédiate.
alors même qu'on sait, et c'est documenté depuis de nombreuses années, que ces régimes-là ne sont pas forcément efficaces sur le moyen et le long terme. Il y a plusieurs raisons à ça, des effets physiologiques, les effets par exemple de la restriction sur le métabolisme, mais aussi psychologiques, qui peuvent mener à en fait, qu'après une perte de poids assez rapide, on peut avoir tendance naturellement à reprendre et même davantage de poids qu'initialement. C'est le fameux effet yo-yo, qui peut d'ailleurs aggraver certains parcours de surpoids. Mais on voit que cet effet yo-yo, même si les participants se rendent compte que ce n'est pas forcément tout à fait efficace, ils ne conscientisent pas tout à fait l'inefficacité de ces régimes ou même parfois les dangers. Et quand ils rencontrent un effet yo-yo, en fait, souvent, ils l'attribuent à un manque de motivation propre. Ils pensent que finalement, c'est plutôt de leur faute et que ce n'est pas lié aux effets qui sont d'ailleurs assez difficilement évitables de la restriction. Donc, on a cette citation, par exemple, d'une femme qui nous dit « J'ai fait un premier régime et puis les mauvaises habitudes sont revenues, j'ai pris le double ». Donc, j'entame des régimes quand je suis motivée, mais le plus dur, c'est de s'y tenir. Donc, on voit que ça, elle met ça sur sa responsabilité de pouvoir tenir ces régimes-là. Donc, sur d'ailleurs ce manque de volonté et de motivation que parfois même les participants, eux, s'attribuent, on voulait justement interroger cette idée reçue sur le surpoids et l'obésité que, en fait, finalement, les individus manqueraient simplement de volonté pour perdre du poids. Et on voit, d'après une enquête, que 2 personnes sur 3 en France pensent que l'obésité est un problème de volonté. Donc ça, pour le coup, ça n'a pas été du tout confirmé dans notre enquête. Ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des participants veulent améliorer, veulent changer leur hygiène de vie, veulent mieux manger, veulent mieux bouger. Et en fait, finalement, seuls 5% des participants ont déclaré ne rien vouloir changer à leur hygiène de vie. Et dans le présent, actuellement, plus de la moitié souhaitait mieux manger ou bouger plus. On a regardé aussi de manière similaire le nombre de démarches qui a été faites par les participants pour donc, gérer leur poids, donc soit stabiliser, soit perdre du poids. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'enquête, 88% des gens disent qu'ils ont déjà tenté différents types de démarches pour essayer de gérer leur poids. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que potentiellement ce chiffre est presque sous-estimé parce que en parlant aux gens dans les entretiens, dans les activités qualitatives, en fait, même s'ils n'appellent pas ça forcément des démarches de gestion du poids, tous nous relatent des expériences de oui, j'ai fait, donc dans les mots de cette participante, de petites expériences au quotidien. Je fais attention, je teste des choses, je mange un peu plus de ci ou de ça. Et en fait, in fine, on voit que l'ensemble des participants interrogés ont, à un moment ou à un autre, tenté de changer leurs habitudes pour perdre du poids. Et donc, clairement, l'absence de motivation au changement ne semble pas être un frein pour la gestion de son poids. Raphaël, Ouais, je vais prendre la main. Et donc, quelque chose qui est très documenté quand on s'intéresse au surpoids et à l'obésité, c'est l'importance des facteurs socio-économiques et environnementaux, donc c'est-à-dire la classe sociale, les revenus, mais aussi le lieu où on habite, les supermarchés où l'on peut faire ses courses et les produits disponibles. Et donc évidemment, il y a énormément de travaux et de données qui sont faites qui ont été faites pour montrer ces liens. Et d'ailleurs, dont Inde parlait au début également. Et nous, on le retrouve aussi dans notre étude. Donc, par exemple, quand on demande aux gens quels sont les freins principaux enfin, quelles sont les raisons qui peuvent empêcher les gens de gérer leur poids, on a les limitations financières qui arrivent en troisième position à 34%. Donc c'est évidemment extrêmement important. Mais ce qu'on retrouve aussi dans notre étude de très intéressant et de très élevé dans ces freins, c'est l'importance des émotions négatives. Et donc quand on parle des émotions négatives, on parle de choses comme le stress, mais aussi l'anxiété, la colère, la tristesse, ce type d'émotions. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un double effet, c'est-à-dire que les émotions négatives peuvent à la fois participer aux raisons du surpoids,
ou participer au surpoids et peuvent être aggravées par le surpoids. Et qu'est-ce qu'on veut dire exactement par l'impact justement ou la participation des émotions négatives sur le surpoids? Donc, parmi justement les raisons pour lesquelles les personnes pourraient avoir du mal à gérer leur poids, le premier frein, donc le plus important dans notre enquête, à 48%, c'est le fait d'avoir de mauvaises habitudes alimentaires pour soulager ces émotions négatives. Et on a aussi un autre énoncé sur à quel point les gens se sentent en contrôle de leurs émotions négatives au quotidien. On a plus de la moitié des personnes qui disent se sentir pas du tout ou peu en contrôle de ces émotions, en particulier les femmes. Et effectivement, ça, c'est corroboré dans les entretiens et les groupes où on a beaucoup de témoignages sur un rapport compliqué à la nourriture. Par exemple, deux citations, donc une femme qui nous dit après, quand ça ne va pas, je me réfugie dans la nourriture. Pendant des années, j'ai eu beaucoup de galères familiales. C'était une échappatoire. Du coup, je mangeais mal, surtout les sucreries. Pour m'échapper là-dedans, il y en a, c'est l'alcool. Moi, c'est les sucreries. Et un homme qui nous dit quand ça va pas, j'ai tendance à être boulimique. Je suis mon propre ennemi. Je peux avoir une baisse de motivation, un coup de mou et je vais piocher dans le chocolat. Euh, et alors, le fait d'être en surpoids et donc de se sentir potentiellement jugé par les autres, par la société, de se sentir différent des normes sociétales, peut à son tour renforcer des émotions négatives. Il y en a qui parlent de mal-être, de choses comme ne pas se sentir bien dans la peau, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont jusqu'à parler de dépression, de relations obsessionnelles, voire de boulimie, comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Euh, donc voilà, on a une citation par exemple à droite d'une femme qui parle de tous les dimanches, tous les jours, tous les dimanches, voire tous les jours, plusieurs fois par jour, je me pesais, je sentais que ça craignait au niveau émotionnel et mental. Et une citation en bas à gauche de quelqu'un qui dit que quand elle a vraiment commencé à prendre du poids, elle est tombée en dépression. Donc on voit que il y a une sorte de cercle vicieux entre le fait de manger quand ça ne va pas, se sentir mal dans sa peau, culpabilisé par les normes sociétales, et donc manger parce que ça ne va pas. Et ce cercle vicieux, le problème, c'est qu'il est très difficile, enfin, il peut être difficile à briser. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que les gens utilisent des termes comme justement boulimie ou dépression, etc. Par exemple, le monsieur qui disait qu'il se sentait boulimique, il n'avait pas forcément été diagnostiqué boulimique. Donc bien que les gens fassent ce lien de manière assez intuitive finalement, parce que c'est leurs émotions, euh, on voit dans notre enquête que les liens plus concrets entre, entre la santé mentale et le surpoids pourraient être mieux soulignés et plus intégrés. Donc, par exemple, quand on demande aux gens quel type de maladie ils pensent, quel type de maladie d'après eux peuvent se développer ou s'aggraver si on est en surpoids ou en obésité, et on voit que il y a moins de la moitié des gens qui savent que l'obésité peut causer ou aggraver une dépression, contre 81% qui savent que l'obésité peut causer un diabète. Euh, 2 personnes sur 10, donc environ 20% qui pensent que l'impact du stress, qu'il n'y a pas du tout ou peu d'impact du stress sur la prise de poids. Il y a d'ailleurs un article qui est sorti cet été sur les liens entre le statut socio-économique, le stress et l'obésité qui est très intéressant par Pierre Chandon et Maria Langlois, je crois. Et il y a aussi moins de la moitié des gens qui savent qu'on peut consulter un psychologue, par exemple, pour parler de son surpoids. Donc, finalement, même si intuitivement les gens font les liens entre leur santé mentale ou leur mal-être, entre guillemets, et le surpoids ou l'obésité, on pourrait les intégrer mieux.
Ce qu'on voit aussi, donc au-delà de l'impact de ce cercle vicieux sur la santé mentale, il peut aussi y avoir de forts impacts sur ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Alors on peut aussi appeler ça le contrôle perçu. C'est un concept qui est vraiment très important dans les sciences comportementales parce que c'est considéré comme un élément clé pour prédire une action ou un changement de comportement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder quand on va vouloir savoir comment changer quelque chose. Donc, en gros, pour faire simple, le plus on se sent capable de faire une action, le plus on a de chances de réaliser cette action. Donc, c'est vraiment un aspect sur lequel il est important d'agir. Et là, on voit que dans ce graphique qui représente donc les raisons principales qui pourraient empêcher quelqu'un d'agir pour gérer son poids. Et on a en deuxième position les échecs passés. Donc le fait d'avoir échoué à une démarche dans le passé à 44%, mais on a aussi le fait de ne pas savoir comment s'y prendre, de ne pas s'en sentir capable. Et d'ailleurs, à une autre question avec comme énoncé sur le degré auquel les gens se sentent capables justement de gérer leur poids, on a plus de la moitié des gens qui nous disent qu'ils ne s'en sentent pas du tout ou peu capables. Et en effet, justement, le cercle vicieux entre les émotions négatives et le surpoids peuvent créer des sentiments comme on en parlait au début, des gens qui mettent la responsabilité sur eux-mêmes, qui se culpabilisent, etc. Et donc qui peuvent être découragés par les difficultés passées, par des effets yo-yo, etc. Et on a par exemple en bas la citation d'une femme qui avait justement fait plusieurs démarches qui avait subi des effets yo-yo, etc. Et qui dit, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il faut pour avoir le déclic. Est-ce qu'il faut que j'aille consulter? Après m'être fait opérer, j'avais consulté une diététicienne déjà, mais c'est difficile à suivre. Donc, on voit un petit peu le fait de ne plus trop savoir où s'orienter une fois qu'on a déjà essayé des choses et qu'on a l'impression que c'est de notre faute si on n'y arrive pas. Et ce qui est intéressant également, c'est que donc on a demandé aux gens pourquoi, aux gens qui avaient déjà essayé de faire des démarches pour gérer leur poids, pourquoi, qu'est-ce qui les avait motivés, quelles étaient les raisons. Et alors souvent, quand on parle de surpoids et d'obésité, on peut penser que, enfin en tout cas les raisons qui sont souvent véhiculées à la fois dans la société, mais aussi dans un milieu assez médical justement, c'est plutôt, on parle souvent d'éviter les problèmes de santé futurs, notamment les problèmes de santé physique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qui arrive en haut, c'est le fait de se sentir mieux dans sa peau. Donc avec 68% de gens qui ont répondu ça. Et on a aussi un autre énoncé, euh, beaucoup de femmes en particulier qui disent se sentir pas du tout bien ou pas bien dans leur corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un autre énoncé, on a demandé aux gens quel type, parmi une liste, on leur a demandé quel serait un type de programme qui pourrait les intéresser pour justement les aider, les accompagner, les aider à lutter contre le surpoids. Et parmi la liste, on avait un programme qui aiderait à la gestion du stress et des émotions négatives. Et c'était reçu dans les meilleurs programmes. On l'a aussi testé dans les groupes et dans les entretiens et c'est reçu par beaucoup de gens comme une idée innovante et originale et justement de faire le lien entre la santé mentale et la santé physique est perçu comme important et ça résonne vraiment avec les gens. Donc, on a la citation d'un homme en bas qui dit que c'est un angle intéressant. Soyez mieux dans votre tête pour être mieux dans votre corps. On encourage le poids de forme, etc. Quelque chose d'autre qui peut avoir un impact sur ce mal-être dont on parle depuis tout à l'heure, c'est aussi les expériences de discrimination et les idées grossophobes qui peuvent être véhiculées dans la société. Donc, on a demandé aux gens s'ils considéraient qu'ils avaient déjà été victimes de discrimination pour leur poids. On a 40% de gens qui nous disent que oui. Et parmi ces 40%, donc on a un homme, par exemple, qui nous dit qu'en effet, le regard et la différence, le regard des autres et le fait de se sentir différent peut être difficile. Il dit que ça peut handicaper dans la vie de tous les jours et que la différence est mal acceptée.
Et effectivement, parmi ces 40% de personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, on a par des élèves dans un contexte d'école ou d'éducation, par sa famille, par des inconnus dans la rue, dans l'espace public, mais aussi par des professionnels de santé. Et en effet, donc on a un tiers qui dit avoir subi des expériences de discrimination avec des professionnels de santé et en particulier avec une bonne surreprésentation des femmes, avec 43% de femmes contre 13% d'hommes qui disent avoir subi de la discrimination de professionnels de santé. Qu'est-ce que ça veut dire de la discrimination d'où viennent ces sentiments? Donc, on a par exemple une citation à droite d'une femme qui nous dit régulièrement, quel que soit l'examen de santé qu'on fait, on parle de poids. L'autre jour, je suis allée chez un podologue pour des semelles et on en revient au poids. Je n'irai plus chez lui, il était très agressif. Madame, c'est évident, c'est à cause de votre poids. Le coca, faut arrêter d'en boire. Le fast-food, faut arrêter. Les cacahuètes, c'est une à la fois, pas par poignée. Et en effet, c'est pas la seule à nous relater ce type d'expérience-là. Donc, en effet, c'est le fait, on le voit dans cette citation, c'est le fait d'insister sur le sujet du surpoids ou du poids en général, même quand la consultation n'est pas forcément focalisée sur ce motif-là. C'est le fait de se sentir jugé, d'avoir des remarques blessantes, parfois même de subir de l'agressivité. Et au-delà de l'impact que ça peut avoir sur ces personnes, sur leur mal-être, sur la santé mentale, etc., ces expériences-là, elles peuvent aussi risquer de rendre les usagers méfiants vis-à-vis du corps médical et les décourager d'aller consulter, que ce soit pour leur poids ou pour autre chose d'ailleurs. Euh, Néanmoins, on observe dans les parcours de vie des personnes qu'on a interrogées, qu'il y a des moments clés associés à une prise de poids. Et en fait, ces moments de vie, c'est souvent des moments qui sont accompagnés par des professionnels de santé où les gens sont en contact avec un professionnel de santé. Donc, par exemple, on a une citation d'un monsieur qui nous dit, en poste, j'ai continué le sport, mais beaucoup moins, j'ai commencé à être plus sédentaire, j'avais une vie plus familiale, une petite copine, passé les 30 ans, avec moins d'activité. J'ai quitté l'armée, j'ai eu 3 enfants, j'ai pris du poids. Et donc, effectivement, ces moments de vie, c'est par exemple la grossesse, la naissance d'un enfant, un changement de contraception, mais aussi une blessure, accident, problème de santé, voire même un changement professionnel, un déménagement, où on peut avoir besoin de changer de médecin traitant, par exemple, ou d'avoir des certificats, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que les professionnels de santé, donc à condition euh, qu'ils soient formés pourraient être des messagers prometteurs pour accompagner, pour cibler un accompagnement à ces étapes ou ces moments de vie. Et en plus de cet accompagnement à ces moments clés, le soutien social et par des pairs en particulier nous paraît être un bon moyen de complémenter une prise en charge. Donc, pareil à la question dont je parlais tout à l'heure aussi, on a testé des idées de programmes dans l'enquête. On a 30% des sondés qui choisissent l'idée d'un groupe de parole, donc alors avec un peu plus de femmes que d'hommes. Et cette notion de groupe de parole, on l'avait testé, et de groupe de parole d'ailleurs, et ou de sorte de communauté en ligne, c'est-à-dire par exemple une page sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. On l'a testé dans les entretiens et dans les groupes et c'était reçu très positivement, notamment pour lutter contre l'isolement social, pour pouvoir se connecter avec des pairs, pour pouvoir échanger, se motiver, mais aussi écouter et partager ses témoignages. Et on a à droite la citation d'une femme qui nous dit que pour elle, justement, l'écoute active et bienveillante, c'est un outil primordial et essentiel pour des gens qui peuvent potentiellement souffrir ou se sentir rejetés par la société. Évidemment, ce genre de groupe ou de communauté existe déjà et d'ailleurs on en entendra parler tout à l'heure, je pense. Mais peut-être qu'il faudrait trouver des moyens de mieux aiguiller les gens, d'avoir une présence qui soit présentielle, mais aussi en ligne, etc., pour qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Voilà. Et je vais repasser la main à Alice. Inde, est-ce qu'il nous reste 2 minutes?
Oui. Ok, je vais essayer de faire assez rapidement. Ici, l'idée, c'est surtout de résumer tout ce qu'on vient de vous dire et qu'est-ce qu'on peut retenir surtout comme des pistes d'action pour des futurs dispositifs de lutte contre le surpoids, mais aussi pour la prise en charge de ces personnes. Donc, encore une fois, pour un peu répéter ce qui a été dit, mais peut-être d'insister là-dessus, on a beaucoup vu donc l'importance des émotions dans l'aggravation du surpoids, mais aussi à contribuer dans le mal-être des personnes en situation de surpoids. Donc, une piste intéressante selon nous serait d'intégrer à un dispositif un programme ou un module sur la gestion des émotions négatives et du stress, potentiellement d'ailleurs aussi en lien avec l'activité physique et l'alimentation, qui pourrait être complété par un angle de soutien social par les pairs, comme a montré Raphaël, qui avait été vraiment un élément assez largement bien reçu dans les groupes et dans l'enquête. Ensuite, en termes de communication, vraiment sur le type de message que les gens aimeraient entendre et à faire passer, ça se concentre sur ces 3 éléments. Donc, le premier élément, c'est ne pas rester seul, se faire accompagner, que ce soit par un professionnel de santé, mais aussi avec le rôle des pairs. Deuxièmement, le rôle de la santé mentale dans le surpoids. Et troisièmement, le fait que le surpoids n'est pas une fatalité, qu'il est possible de trouver des solutions pour agir. Donc ça, c'est plus lié au point dont vous a parlé Raphaël sur le sentiment d'efficacité personnelle et de contrôle perçu sur ses actions. Et enfin, sur la diffusion des recommandations de diffusion de potentiels dispositifs, pour certains participants, c'était assez important de ne pas simplement se focaliser sur les personnes en surpoids ou en obésité, déjà pour ne pas stigmatiser, mais aussi parce que selon eux, voilà, tout le monde peut être à risque. Et c'est aussi ce qu'on a vu dans l'enquête. Tout le monde peut, à des moments de sa vie, connaître des périodes de surpoids. Et enfin, sur qui devrait être le porteur de ce type de message ou de dispositif, on a vu que les ARS, le gouvernement, mais aussi les professionnels de santé étaient perçus comme légitimes pour porter ces messages, à condition d'être bien équipés, bien formés pour. Et donc justement, sur cette prise en charge, pour résumer un peu ces points clés, donc on a évoqué la question de voilà, proposer un accompagnement peut-être orienté, aiguillé vers les ressources existantes, mais qui va plus loin que les injonctions qu'ils connaissent déjà. Ce point d'attention aussi sur alerter sur les manques d'efficacité et parfois de danger potentiel de certains programmes de régime. Et cette idée aussi d'accompagnement sur la durée, donc soit pouvoir proposer ce suivi ou alors réorienter vers des professionnels qui peuvent proposer ce suivi-là. Sur lier la prise en charge à la santé mentale, donc ça on en a pas mal parlé, vraiment mettre en valeur ces liens santé physique, santé mentale, je pense que les gens ont envie d'entendre ça, mais aussi qu'ils pourraient être mieux informés sur par exemple le rôle du stress, sur le surpoids, mais aussi on n'en a pas beaucoup parlé, mais sur le sommeil, qui est assez peu connu, ou sur le fait que ça peut causer des dépressions, etc. Le tout dans une posture compréhensive et surtout déculpabilisante pour essayer de briser un peu ce cercle vicieux dont parlait Raphaël. Et aussi pouvoir aiguiller vers soit des dispositifs, des outils ou des professionnels de la santé mentale. Donc, on est conscient que ce n'est pas toujours simple et qu'il y a beaucoup de pression sur le système de soins en santé mentale, mais il y a certaines ressources qui peuvent exister. Donc, des choses, par exemple, qui peuvent être répertoriées sur des sites comme Psycom, qui a d'ailleurs fait un focus, je crois, la semaine dernière sur les troubles alimentaires. Donc ça, c'est le genre d'outils ou de ressources qui pourraient être utiles pour les professionnels de santé. Et enfin, cette idée qui a évoqué Raphaël à l'instant, de porter une certaine attention à ces moments de vie clés qui peuvent mener à une prise de poids pour certains et qui se trouvent aussi être des moments d'interaction avec des professionnels de santé qui, donc s'ils sont formés pour, savent comment accueillir, amener le sujet, quel outil, quel accompagnement proposer, peuvent être des alliés ou en tout cas des points de contact vraiment clés pour véhiculer les messages sur la prévention du surpoids. Et je pense qu'on a fini. Est-ce qu'on prend des questions, Inde ou... Je pense que vu le temps, là, on va enchaîner et on prendra des questions à la fin qui permettront d'avoir une vision globale du sujet après les 2 autres interventions.
Très bien. Merci pour ce résumé d'études. On va mettre à disposition, on n'a pas encore fait un A4 en fait synthétique avec les chiffres clés sur le site de l'ARS et on communiquera là-dessus sur une synthèse de ce que vous avez pu avoir là maintenant. Je laisse le docteur Andrieux et l'association de patients avec qui elle travaille, ils vont se présenter, intervenir donc sur la suite et bah, je vous laisse dérouler le sujet et votre abord de la question, docteur Andrieux. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Séverine Andrieux, je suis médecin référent du centre spécialisé obésité d'Arras. Je suis diabétologue de formation, mais tombée dans la marmite de la nutrition depuis, il y a à peu près 25 ans. Voilà. Je laisse Michel se présenter. Michel Bouclas, je suis le président de l'association de patients La Carrière Ronde. Alors, merci pour cette démarche qui est vraiment intéressante. On y retrouve vraiment nos patients, hein. On a vraiment l'impression que nos patients ont eu enfin la voix au chapitre. Euh, les données colligées sont très riches et appellent à de très nombreux commentaires. Et on a réduit d'un commun accord avec Michel notre présentation à 3 points qui nous paraissent importants de renforcer. Alors, le premier point, c'est effectivement la question de la motivation à perdre du poids. Merci pour ce gros coup de canif dans le stéréotype du sujet obèse, hein. Le stéréotype du sujet obèse, c'est caricaturalement quelqu'un qui est sans volonté. Et là, bien évidemment, on a vu que ce n'était pas du tout le cas. Bien sûr que toutes les personnes en situation d'obésité voudraient maigrir, souhaitent maigrir. J'ai rencontré personne qui se complaise dans son excès de poids. Elles sont motivées et aussi elles savent ce qu'il faut faire en matière d'alimentation et d'activité physique. Alors à ceci près euh, que derrière cette motivation à maigrir, il se cache souvent des objectifs irréalistes, des objectifs donc irréalistes qui vont être confortés par les normes médicales de l'IMC et les discours alarmistes concernant la santé. On ne veut pas seulement perdre du poids, on rêve d'être mince. Alors, pour échapper au regard des autres, hein, pour échapper au jugement social et porter de beaux vêtements, ce qui est en soi un peu surprenant, et être bien dans sa peau, sachant que c'est difficile de savoir ce que les gens mettent derrière le terme être bien dans sa peau. Alors oui, les personnes avec excès de poids sont motivées à maigrir. Le deuxième point, la deuxième remarque sur ce sujet, c'est que la manière d'atteindre ces objectifs est néanmoins extrêmement, encore fortement imprégnée des croyances en tout genre, très éloignées du bon sens pour y arriver. Alors, je vais résumer un peu caricaturalement. Pour maigrir, il faut pratiquer de façon intensive un sport et adopter un raisonnement de type comment ou quoi manger pour maigrir. Et ces croyances caricaturales, elles sont malheureusement encore aujourd'hui largement partagées par des soignants qui posent souci. Alors, ces façons de faire, elles mènent à l'échec. Elles enferment le sujet dans une logique d'impuissance apprise. Alors, dire que maigrir, c'est possible, ça me paraît un raccourci actuel, comment dire, qu'il faudra rendre crédible et vraiment accessible en communiquant différemment sur les moyens d'y arriver. Et pour ça, comment dire, la question des normes d'IMC aussi, elle me semble importante à reconsidérer. Alors, pas dans une perspective laxiste, mais pour aider les gens à retrouver du bon sens, en fait, comment dire, à moins les insécuriser. Voilà, je vais laisser la parole à Michel sur ce point. Oui. Depuis 25 ans, je consulte les professionnels de santé. J'ai été studieux et pourtant, résultat est là. Donc, j'ai vraiment suivi à la lettre toutes les recommandations. J'ai fait tous les régimes. J'ai vraiment suivi à la lettre tout ce qu'il fallait faire. La motivation, elle a toujours été, mais alors, du début à la fin, elle était présente. Et malheureusement, on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Quitte à même, lorsque l'on écoute certains soignants, et ça remonte un petit peu plus loin, à oublier le plaisir de manger, le plaisir vital de manger. Et ça, c'est un peu bête. Et puis, malheureusement, quand on n'arrive pas à ses fins et malgré la volonté qu'on n'arrive pas avec les personnels de santé, on a parfois tendance à aller vers des personnes ou des régimes très, très restrictifs parce qu'on est
bombardés de ces messages. Et là, c'est encore pire. Et c'est sur ce point-là que on se rend des espoirs, mais malheureusement, c'est pire. Donc, c'est vraiment le message que je voulais passer là-dessus. L'importance quand même de la motivation et puis, comment dire, D'un accompagnement de l'accompagnement, adapté. voilà, avec des personnels de santé, mais pas que. Il y a aussi des possibilités autres. Alors, le deuxième point qu'on voulait aborder avec Michel, c'est l'identification des différents types de professionnels de santé qui pourraient être consultés. Alors, bien sûr, c'est important, mais ces professionnels de santé doivent être engagés dans de bonnes pratiques. Ça nous semble vraiment déterminant, justement, pour faire la part des choses entre des prises en charge adaptées, actualisées, et des prises en charge de type un peu charlatan. Euh, donc, je précise au passage qu'il existe le site internet Obésité Hauts-de-France qui a commencé à répertorier les personnels de santé engagés dans de bonnes pratiques dans la prise en charge de l'obésité, avec un annuaire organisé par territoire, ce qui est déjà un premier pas. Néanmoins, les ressources vives, elles sont finalement pas si nombreuses que ça et il faut continuer à former des gens, à former des soignants, alors des différents intervenants, pas forcément médicaux, mais paramédicaux et médico-sociaux, ça me semble vraiment des opportunités intéressantes. Alors, ceci dit, la question que je me pose, c'est on annonce 20% d'obèses dans notre région, un peu plus. Si on médicalise l'accès aux soins de ces 20% de personnes de la population, on va se retrouver complètement engorgé, embolisé. Enfin, on n'arrivera pas à aider tout le monde. Je reste persuadée que tout le monde ne doit pas consulter. Faut vraiment respecter cette gradation des soins, mais trouver comment dire, des alternatives pour aider les gens finalement à ne pas être amenés à consulter. Il y a quelque chose à imaginer pour porter des messages, des médiateurs de bons messages auprès des personnes concernées et qui, par la même occasion, renforceraient le soutien social. Et donc, ça me permet de laisser la parole au président d'une association de patients. Il y a quelque chose à imaginer sur ce plan. Ouais, donc, l'association de patients que je préside, elle est née en 2007 à la suite des simulations qu'on avait lorsqu'on était au sein de l'hôpital et dans les groupes où il y avait de la rééducation et où on nous apprenait à manger sainement et à manger bien, vraiment l'alimentation de bon sens. Et l'émulation du groupe, c'est vraiment important, mais malheureusement, ça se faisait à l'hôpital et ça se fait à l'hôpital. L'idée de l'association, c'est vraiment de sortir de l'hôpital et de vivre la vraie vie, mais tout en ayant cette émulation. Et c'était toujours dans ce lien social et de récupérer cette dynamique de groupe. Donc, l'association est née de ce constat. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'activités, dont l'activité physique adaptée, mais pas que. Mais l'association au devenir pourrait être aussi, peut-être dans un avenir pas si lointain, une ressource ou une aide pour démédicaliser certains patients qui n'ont pas besoin de consulter les soignants pour une prise en charge, comment dire, dès lors que il y a pas beaucoup de perte de poids. Et puis, ça permettrait également peut-être de soulager les soignants pour les cas les plus importants, et tout en apportant des réponses vraiment concrètes aux personnes qui viennent nous voir, parce que c'est vraiment important d'apporter des réponses concrètes. Il faut rester sur du réel. Si au final, il n'y a pas... la motivation est toujours présente. Si on n'apporte pas quelque chose à ces personnes, ça ne va pas aller. Je pense que vraiment l'association pourrait être un relais ressources et peut-être beaucoup plus vivant que du virtuel sur des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, on l'a fait pendant le Covid, franchement, ça n'a pas été une réussite. Et pourtant, on s'est donné les moyens de le faire. Alors, le dernier point qu'on voulait aborder, bon, c'est probablement celui qui me plaît le plus, même s'il y a il y aurait énormément de choses à dire dans ce rapport, c'est vraiment, vraiment riche. Et donc, dernier point, c'est la mise en lumière de la place des émotions dans le comportement alimentaire des sujets interrogés.
Alors, c'est une problématique très fréquente et vraiment encore trop méconnue, à laquelle on est confronté, nous, chez nos patients qui présentent une obésité sévère. Je vous rappelle qu'à l'hôpital, normalement, on ne consulte qu'à partir d'un IMC au-dessus de 35. Alors, ce qui est surprenant, ce qui est préoccupant, c'est que cette audit met en lumière que déjà, sur un panel de patients, de personnes avec un IMC, un surpoids modeste ou une obésité de grade 1, il y a déjà cette problématique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, avoir peur de manger ou avoir peur de grossir est un stress en lui-même. Et toutes les préoccupations qu'on va avoir autour de l'alimentation vont faire le lit de cette perturbation de la régulation de l'appétit. Donc en fait, cette perturbation de l'appétit par des émotions peut être considérée, à mon sens, comme ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire, hein, au même titre que ce qu'on va rencontrer dans l'anorexie, par exemple. C'est vraiment une perturbation importante. Manger va devenir une stratégie de gestion émotionnelle très efficace sur un terrain génétique prédisposant, mais souvent dans les suites d'une pratique restrictive, c'est-à-dire dans les suites d'un régime. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une mauvaise habitude alimentaire. C'est une stratégie de gestion émotionnelle comment dire, qui est adaptée. Alors, il faut aussi comprendre que les aliments consommés dans ces cas-là sont des aliments qui ont des propriétés organoleptiques particulières. Ce sont des aliments denses sur le plan énergétique. Par définition, ce sont les aliments qu'on s'interdit de manger quand on est préoccupé par son poids ou quand on voudrait maigrir. Et donc, voilà, ce sont des aliments ce sont les aliments qu'on s'interdit de manger qui sont consommés dans ces cas-là. Je rajouterais que dans ces situations-là, la pomme, elle n'est pas efficace. Et j'irai même plus loin, et un peu par provocation, même une pomme gratuite ne sera pas efficace. Donc voilà, c'est un phénomène très particulier. Donc voilà, il m'apparaît important de mieux communiquer, non pas sur les principes diététiques et moraux à suivre pour maigrir ou ne pas grossir, mais peut-être, comment dire, faire évoluer nos discours vers l'alimentation intuitive, hein, ce qui guide notre appétit, le respect de nos besoins énergétiques, tout en étant peut-être aussi moins normatif en termes d'IMC. Voilà, je ne sais pas si vous voulez apporter votre petit grain de sel. Pour compléter, d'un point de vue du patient, qu'est-ce qui se passe dans la tête et à la limite dans le corps d'un patient qui fait régime? Et ben, en fait, c'est le vice complet, c'est le bazar total. C'est pas, comment dire, c'est absolument pas une perte de motivation parce qu'elle est toujours là et elle sera toujours là. Moi, ça fait 30 ans qu'elle est là, la motivation. Mais trop de restrictions, à un moment donné, font que les émotions explosent et puis, comme je disais dans le milieu, on se tourne sur des aliments que l'on s'interdit au quotidien. Mais pour le coup, c'est pas le gaieté de cœur qu'on prend du poids et on retourne dans le cercle vicieux. Mais c'est vraiment la place des émotions qui est importante. Et je pense que c'est le message qu'il faut apporter. Et pourtant, on a le bon sens qui est derrière. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a quelques commentaires là, questions auxquelles sur lesquelles on reviendra à la fin par rapport à votre intervention sur la place des émotions, le rôle des professionnels de santé. Je passe la main au docteur Coutonier pour la dernière intervention qui complète, je pense, ce que vous avez dit, alors avec une autre perspective de pédiatre, mais qui a tout son sens par rapport à la famille et enfin, le milieu de vie des adultes, des enfants. Je vous laisse intervenir. Oui, alors merci pour ce travail et cette invitation. Donc moi je suis le docteur Coutonier, je suis pédiatre libéral, je suis élu de l'URPS médecins libéraux. Je vais rebondir tout de suite sur ce qui a été dit parce que je partage complètement ces constats sur l'alimentation émotive, sur les émotions négatives, etc. Je pense que beaucoup de ces éléments sont à prendre en charge évidemment chez l'adulte, mais ont été mis en place dans l'enfance en fait. Très régulièrement, on consulte le pédiatre ou le médecin généraliste qui prend en charge des enfants sur qu'est-ce que je dois donner à mon enfant, comment je dois l'alimenter, qu'est-ce qu'il est bien de faire ou pas bien de faire. Et très souvent, on oublie que spontanément, l'être humain sait exactement ce qu'il doit faire.
le petit bébé est tout à fait capable, dès la naissance, de réclamer quand il a faim, de ne pas réclamer quand il n'a pas faim, de dormir longtemps s'il a besoin de dormir longtemps, ou de se réveiller plus précocement si les sensations de faim sont présentes en lui. Le fait d'oublier et de normer l'ensemble de ces éléments et apprendre progressivement à l'enfant et souvent à ses parents également que c'est l'extérieur qui va guider la nécessité ou pas de prendre de l'alimentation, alors que très logiquement, et en tout cas la nature est ainsi faite, que c'est plutôt l'intérieur qui nous guide. C'est-à-dire que je suis capable de savoir quand je dois manger. Si j'écoute quand je dois manger, il ne se passera pas grand-chose. Alors, il est évident que les gens qui ont une prédisposition génétique à l'obésité sont dans une société qui est très normative, très désavantagée par rapport aux autres, puisque ceux qui n'ont pas de prédisposition n'auront pas vraiment de soucis, même si ils respectent les normes qui sont plutôt obésogènes, ben, il ne se passera rien chez eux. Et donc, on en arrive à quelque chose d'assez surprenant que quand on respecte la norme, les gens qui sont prédisposés expriment leur capacité à prendre du poids et les gens qui ne sont pas prédisposés, alors qu'ils devraient prendre du poids, comme ils ont la chance d'être protégés de ne pas être prédisposés, ben, ils ne prennent pas de poids. Donc ça, c'est quand même essentiel, me semble-t-il, de rappeler qu'il faut savoir faire confiance aux enfants dès leur plus jeune âge et que quand un enfant pleure, par exemple, il n'est pas forcément nécessaire de l'alimenter. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il peut pleurer et c'est par cette synchronisation progressive entre parents et enfants et cette confiance mutuelle qu'on va pouvoir éviter de détourner les mécanismes naturels que sont la faim et la satiété. Il est toujours très, très surprenant dans les consultations de se rendre compte qu'un enfant qui a des problèmes de poids, et donc, si on le résume un peu simplement, mange plus que ce qu'il arrive à dépenser, est obligé le matin de prendre un petit déjeuner alors qu'il n'a pas faim. C'est relativement aberrant. Il est obligé de finir son repas le midi parce que le dessert, c'est moins bien que le repas. Donc, pour avoir un dessert, il faut finir le repas du midi. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont favoriser l'apprentissage il y a des aliments qu'il est bien de manger, il y a des aliments qu'il est mauvais de manger, et après, il n'est pas du tout surprenant de retrouver chez les adultes des comportements où on dit, mais moi, je ne fais pas bien, je ne mange pas ce qui est bien, du coup, je suis nul, je ne sais pas faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Notre corps, il n'est pas du tout programmé pour faire ça. Il n'est pas programmé pour dire c'est mieux de manger ça ou ça. Ethnologiquement parlant, depuis la nuit des temps, on est censé manger quand on peut, quand on a faim. Et l'homme préhistorique, regardez pas s'il mangeait des feuilles ou s'il mangeait de la viande. En l'occurrence, quand il avait l'opportunité d'utiliser des aliments organoleptiques, comme le dit le docteur Andrieux, bah, il préférait faire ça parce qu'il ne savait pas quand il allait remanger après, en fait. Donc, c'est tout à fait naturel et logique d'être réconforté dans des aliments qui sont riches sur le plan calorique. On est fabriqué comme ça. Par contre, ce qui est gênant, c'est que quand on le fait et qu'on le fait pour se rassurer, pour se réconforter, ensuite, parce que la norme nous impose que c'est pas bien, ben, la fonction de l'alimentation plaisir et de réassurance, elle est immédiatement inhibée par ce sentiment de j'aurais pas dû faire ça. Le risque, c'est quand vous avez besoin de manger pour vous rassurer et que vous inhibez cette réassurance, ben, vous êtes obligé de remanger pour vous réassurer parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et sur le plan général calorique, bah oui, évidemment, vous êtes en surcroît calorique par rapport à vos besoins. Et donc, on est dans une lutte permanente à essayer de faire quelque chose qui est strictement impossible de réaliser. Et donc, les gens, ils se disent, ah ben, comme les autres ne grossissent pas, c'est que eux, ils y arrivent, donc moi, je suis nul. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis prédisposé, donc comme je suis prédisposé, ben, quand j'ai ce comportement-là, il se passe ça. Les gens qui ne sont pas prédisposés ne peuvent pas faire ça. Donc, vraiment, le message est attention à ce qu'on raconte, nous, dès le début,
attention aux normes. Bien sûr que les gens ont besoin de repères, ils ont besoin d'un peu de guidance parce que quand on n'a aucune information, on est perdu. Mais tout ceci n'est que des repères, c'est pas des normes, c'est pas obligatoire. On est tous faits de façon différente. Il y a des gens qui ont des grosses dépenses énergétiques. Moi, j'aime dire, il y a des passoires énergétiques. Et donc, ces gens-là, forcément, ils vont avoir besoin de manger plus. Évidemment, si on les met aux normes, eh ben, ça va pas non plus aller. Ils vont avoir faim, ils vont pas être bien. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont super bien isolés. Et ceux-là, évidemment, si on les oblige à manger plus que ce que leur corps leur réclame, ils exprimeront leur potentiel de prendre du poids. Donc, c'est vraiment important de respecter la personne qu'on est. Et c'est important de le dire dès les familles parce que dans les familles où il y a des problèmes de poids, parfois les parents ont tellement été endoctrinés sur c'est votre comportement, c'est parce que vous mangez pas bien, c'est parce que vous faites pas ceci, c'est parce que vous prenez du plaisir dans l'alimentation, comme si le plaisir entraînait une prise de poids. Le plaisir est complètement acalorique, il n'a aucun rapport avec la prise de poids. Et ben ils interdisent leurs enfants de faire telle ou telle chose, et donc ils reproduisent exactement les mêmes schémas qu'on a introduits. Et donc, on arrive à des difficultés et on cherche des repères magiques, des régimes fantastiques. Je rappellerai quand même deux choses. Quand votre corps perd plus d'1 kilo par mois, des mécanismes de défense se mettent en place. Et donc, c'est extrêmement important de ne pas agresser son corps physiquement, sinon il va se défendre. Et c'est normal, on est fait comme ça. Quand on regarde une courbe de poids pédiatrique, vous voyez qu'on commence en général à 2-4 kilos et puis on finit à l'âge adulte aux alentours de 60-80. Donc, nous sommes faits pour grossir, c'est normal, dans un certain rythme. Et quand on agresse le corps, il n'est pas du tout d'accord pour ça. La deuxième chose qu'on dit assez rarement, pour prendre 1 kilo, il faut stocker 6 000 calories. Alors, ça peut paraître extrêmement important, 6 000 calories. Si je rapporte ça à une histoire que j'adore raconter, celle du yaourt, un yaourt nature, c'est 100 kilocalories. Et donc, prendre 1 kilo, c'est simplement le fait de prendre par jour un yaourt de plus que ce qui nous est nécessaire. Et ça sur 2 mois. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assez complexe d'être exactement à l'équilibre de ce qu'on a besoin. Et si on imagine qu'une horloge ou un livre ou un élément extérieur est plus capable que nous-mêmes de déterminer si j'ai besoin ou j'ai pas besoin de manger, il est évident qu'on sera dans cette marge d'erreur et qu'on prendra régulièrement du poids parce que c'est extrêmement facile, malheureusement, de pouvoir prendre du poids. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention, mais je suis d'accord pour répondre aux différentes questions s'il y en a. Merci beaucoup. Docteur Andrieux, est-ce que vous avez peut-être des commentaires? Je vous ai vu réagir. Non, non, aucun. Je voulais envoyer des émoticônes cœur autour du docteur Coutenier. Merci, merci d'avoir abordé tous ces sujets. Très bien. Alors, c'est très intéressant. Merci, docteur Coutenier, de la clarté de vos propos. C'est rafraîchissant parce que c'est vrai que sur ces sujets-là, des choses qui sont peu dites sur cet endoctrinement, ces normes, repères, recommandations. Après, voilà, il y a différents termes qui sont utilisés et je pense que ça fait du bien parce que c'est un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce. Dont on parle peu et on en parle, mais en bilatéral, quand on parle avec des professionnels ou avec des patients, mais on va parler de lutte contre la stigmatisation, mais ces sujets-là de fond sur nos normes sociales le besoin de se conformer et de réfréner pas mal de choses, on n'en parle pas souvent. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus au niveau de l'ARS et on fait de plus en plus le lien avec voilà, les troubles du comportement alimentaire et puis la gestion des émotions, donc d'où tout ce travail. Alors, on a quelques questions. D'abord, Madame Masdoua qui demande en fait comment apprendre à gérer ses émotions autrement qu'en mangeant. C'est d'abord, à mon sens, que la personne ne se rend compte que c'est un mécanisme de défense qu'elle a. Les diététiciens sont à l'écoute des prises alimentaires d'un patient. Ils peuvent aider à conscientiser ses stratégies de défense et orienter le patient. Qu'en pensez-vous?
bon, voilà, c'est pas de la diététicienne, mais tous les professionnels de santé qui accompagnent. Et même, on a pas mal d'acteurs aussi sociaux qui travaillent sur les sujets de l'alimentation. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être que les messages des diététiciennes. Je ne sais pas, docteur Andrieux, ce que vous en pensez? Oui, complètement. D'ailleurs, il y a une formation un peu spécialisée enfin, qui cible un peu les diététiciennes, mais pas seulement, qui est la formation du GROS, hein, le groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids, qui aborde toutes ces problématiques. Et une bonne diététicienne aujourd'hui, enfin une bonne diététicienne, c'est quand même un peu, excusez le terme, voilà, une diététicienne qui souhaiterait actualiser ses compétences en matière de prise en charge de l'obésité, elle ne peut pas passer à côté de l'identification des déterminants des prises alimentaires. Et les émotions en font partie. Rien que... Alors, il y a ce point-là. Le travail aussi sur les sensations de faim et de rassasiement, sur la levée de la restriction cognitive, permettrait aussi à une frange de patients d'arrêter de manger, euh, comment dire, en réponse à une restriction. La restriction cognitive, enfin, qui accompagne toute préoccupation alimentaire, elle va générer des émotions qui vont faire manger, en fait. Et donc, cette approche-là, elle peut être tout à fait assurée par des diététiciennes averties, de la même façon que ça peut être abordé aussi par des infirmières qui connaissent ce processus. Voilà, c'est tout à fait possible. Il y a de l'espoir. Euh, la question aussi j'ai une question sur est-ce que la dépression peut entraîner une obésité? Moi, je vais profiter de répondre, Oui, comme c'est pas ma spécialité. En fait, moi, quand les parents me demandent est-ce que mon enfant il prend du poids par le stress, j'explique que le stress n'est qu'un mécanisme. C'est-à-dire que ça dépend de comment vous fonctionnez avec le stress. Si avec le stress, vous restez à la maison, vous faites plus rien, vous êtes complètement inhibé et que vous vous rassurez par l'alimentation, bah, la balance énergétique est assez claire. Je rentre plus, je sors moins, je vais prendre du poids. À l'inverse, si quand vous êtes stressé, vous courez partout tout le temps et que vous arrêtez de manger parce que en fait vous n'avez plus du tout faim et ça va pas du tout, bah, évidemment la balance énergétique elle est dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a quasiment pas d'entrée, il y a beaucoup de sorties, votre poids il va être stable ou vous allez perdre du poids. Donc il y a pas de réponse univoque à cette question, ça dépend comment vous fonctionnez. Et en fait, le plus important à chaque fois, c'est de voir, mais pourquoi les gens font ce qu'ils font. Ils ont toujours d'excellentes bonnes raisons de le faire. Il n'y a pas de critique à avoir sur pourquoi ils font les choses, mais il faut les amener à comprendre pourquoi ils font comme ça. Et que du coup, quand ils font comme ça, il se passe des choses. Et donc peut-être qu'il y a d'autres trucs qui peuvent adapter. On dit classiquement, si j'ai besoin d'un morceau de chocolat pour me faire du bien, parce que j'ai besoin de me faire du bien, bah, si je mange sur mes sensations, après, quand je vais arriver au repas, il est possible que j'ai moins faim. Et donc, si j'ai moins faim, je mange un peu moins. Et donc, il ne se passera pas grand-chose sur mon poids. merci. L'adulte, ce sera pareil, hein. La dépression, ça crée une situation particulière dans laquelle il y a une aboulie forte. Les gens restent dans leur canapé ou au fond de leur lit. Une franche diminution des dépenses énergétiques liées à l'activité. Et puis, ben, pour ceux qui mangent quand ça ne va pas, il y a une augmentation des prises alimentaires émotionnelles, la balance énergétique imparable et une prise de poids. C'est important d'amener cette prise de conscience chez les patients qui incriminent souvent le traitement antidépresseur comme étant à l'origine de la prise de poids, alors que c'est plutôt la dépression en elle-même qui est en cause. Merci. J'ai une question par rapport, docteur Andrieux, au l'annuaire obésité aux trans porté par les CSO. Donc, quels sont les critères qui sont retenus pour apparaître? Comment vous assurez des bonnes pratiques comme vous avez alors, c'est la formation initiale, hein? Alors oui, sachant qu'il y a quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'état des lieux, on a repéré tout un tas de ressources précieuses à travers le département et que voilà, les ressources identifiées ont été presque de fait inscrites dans cet annuaire. Après, pour les personnes qui n'ont pas été identifiées encore ou qui sont en cours de formation, etc., elles peuvent comment dire, solliciter soit le coordinateur du CTO, Centre le Comité territorial de l'obésité, pour être inscrite. Voilà, il y a juste des petites vérifications qu'on se permettra de faire pour pouvoir justement ne répertorier que les personnes qui sont vraiment engagées dans de bonnes pratiques. Mais, et il y a un lien sur le site internet Oui. Obésité Hauts-de-France
sur lequel il suffit de cliquer et de s'inscrire et on rappelle les professionnels intéressés. Voilà. J'ai une question sur le territoire géographique d'intervention de la Terre est ronde. C'est sur la Rajoie? Je... on vous entend pas, mais j'ai lu un peu sur vos lèvres. Oui, sur la Rajoie, le Grand Arajois, on peut aller, on va se développer également sur le Béthunois et on a déjà eu des touches dans le Louaisie et on va s'implanter sur ces trois territoires. Ouais. Mais on est vraiment bien implanté sur la Rajoie, mais on y vient tout doucement avec une et à Douai. D'accord, merci. Le propre de l'association de patients, à mon sens, c'est le circuit court. Oui. C'est la présence sur le territoire. Alors, il y a, un commentaire par rapport au dispositif Mission Retrouve ton Cap qui est mis en place partout en France sur la prise en charge d'enfants en surpoids, en obésité. Donc ça, si vous avez besoin d'informations, c'est sur le site de l'assurance maladie Mission Retrouve ton Cap. Oui, la question aussi de la lutte contre la grossophobie, qui est une première étape pour aborder toutes ces questions. Ça fait partie des sujets abordés. Alors sur ces sujets, c'est difficile, enfin, en tout cas au niveau régional, il n'y a pas eu de campagne de lutte contre la grossophobie au niveau régional parce on a en parler, c'est comment en parler sur un sujet sans stigmatiser encore plus en parlant. Donc, c'est peut-être prendre des chemins indirects et peut-être parler de la question de l'acceptance, de la gestion des émotions, de la gestion de l'image corporelle, qui est une autre façon aussi de parler de la différence et qui serait peut-être plus facile à aborder. Mais oui, en tout cas, sur des actions qu'on va mener à destination des professionnels de santé, la question de l'obésité, au-delà de la prise en charge des niveaux de recours, c'est aussi comment se met en place cette grossophobie, médicale ou pas, et comment les normes sociales, enfin en tout cas la pression sociale, va avoir un impact sur la vie des patients. J'ai une question par rapport sur la recherche de solutions face au coût d'accès aux professionnels de santé type psychologue, diététicien, ancienne, éducateur à part, qui ne sont pas remboursés, surtout en milieu rural. Ça, c'est une question aussi qui est posée depuis des années. C'est la question du non-remboursement. Et sur des personnes qui souffrent d'obésité, qui sont en général, pour lesquelles il y a un gradient social qui est fort, c'est sûr que le fait que ce ne soit pas remboursé jusqu'à maintenant pose problème. Alors, on a des nouveaux types de forfaits qui existent, qui sont mis en place par l'assurance maladie. On va avoir de plus en plus des forfaits de prise en charge dans lesquels on a des consultations de diététiciennes, psychologues, d'APA. Donc, c'est en train d'évoluer vers ce type de prise en charge. Pour l'instant, oui, effectivement, ce n'est pas inscrit au droit commun, sauf pour Mission Retrouve ton Cap pour les enfants. Alors j'ai aussi une question, mais là, c'est une question très, très large sur l'hypervisibilité des aliments, de la pression consumériste, de l'environnement alimentaire dans lequel on vit. Et on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais effectivement, on est dans un environnement obésogène et la pression marketing est très forte d'aliments qui en général sont très gras, très sucrés, en particulier à destination des enfants. Donc, c'est comment on peut comprendre et connaître tous les mécanismes de marketing pour essayer d'essayer de détricoter, en tout cas de résister un peu plus pour, et limiter l'impact sur sur nos achats. Moi, je pense que, enfin, je veux juste dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Il n'y a aucun lobby industriel qui me fait dire ça, hein. Mais je pense que tant qu'on considérera qu'il y a des aliments qui sont mauvais et des aliments qui sont bons, on va entretenir ce phénomène. Oui. C'est pas grave alors c'est pas grave sur le plan du poids, hein. Je parle du poids, je parle pas de la santé. Ma collègue endocrinologue serait peut-être pas d'accord sur la charge glycémique de certains aliments, mais globalement, moi je pense que sur le poids, à partir du moment où même si c'est des cochonneries sur le plan industriel, etc., on mélange des sujets en fait. Manger, c'est ce que je lisais dans les questions, manger bio, ça ne veut pas dire que vous allez être normopondéral par exemple. Ça n'a rien à voir, c'est des sujets extrêmement différents. Donc, le fait que le marketing fasse son travail pour inciter à manger des cochonneries, nous, notre travail, c'est de dire
c'est pas grave de manger des cochonneries à partir du moment où vous vous respectez, au sens où je le fais quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, quand ça me fait du bien, et pas sur une injonction qui serait je suis pas normal si je mange pas ça. Voilà. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut que nous on travaille, mais de catégoriser tel aliment ou tel aliment comme bon ou pas bon, je crois que ça n'a pas d'intérêt. Mm, Et je pense honnêtement, si je veux pas faire mon bisounours, qu'on n'a pas la force de frappe pour le faire. mm. Euh, mais je pense qu'en plus, on n'a pas besoin de le faire. Objectivement, je pense que d'expliquer aux gens, on l'a vu dans les messages, les gens ils comprennent très bien les messages sur les fruits, les légumes, machin, tout ça, mais en pratique, ça génère souvent des bien manger ou pas bien manger. Et ça, c'est une vraie problématique pour nous. Mm, mm, mm. Je confirme hein, complètement. Je rajouterai moi peut-être une chose, c'est s'il y a quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir en termes de réglementation, c'est plutôt les publicités en termes de régime. Oui, Et voilà, ça, c'est peut-être une façon de progresser qui serait intéressante. Donc, au même titre il n'y a plus de publicité pour le tabac ou l'alcool, les régimes devraient plus avoir pignon sur rue en termes de publicité et enfin, d'accès médiatique, en fait, de mm, communication en termes au grand mm, mm. public. Voilà. C'est plus vers ça D'accord. qu'il faudrait Merci. s'orienter. J'ai un commentaire qui dit que ce midi, on a parlé essentiellement de l'alimentation dans son rapport à la prise de poids ou la perte de poids, mais même indépendamment du poids, l'alimentation est un facteur de risque ou de protection de nombreuses pathologies. Toutes les personnes obèses n'ont pas eu accès à un accompagnement nutritionnel sérieux, donc elles ne cumulent pas les risques associés. Donc il ne faut pas évacuer trop vite la question de l'équilibre alimentaire. Euh, Alors, peut-être qu'on ne va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Oui, Pour moi, ok. l'équilibre alimentaire, ça veut tout dire et rien dire. Oui, Euh, je rejoins le docteur Coutonier, c'est tant qu'on parlera de bons et mauvais aliments, on maintiendra cette dichotomie qui va insécuriser les gens oui. et on s'en sortira pas. Donc, Mhm. Ouais. Moi, je rajouterais que l'organisme, il est ainsi fait qu'on a tous constaté que quand on sort de l'hiver, et c'est pas que pour le body summer, on a envie un petit peu de crudité, on a envie un peu de légumes, etc. Pourquoi? Parce que sur le plan micronutritionnel, il nous manque des petites choses. Et que le corps, quand il vous manque des choses, il va les chercher dans les aliments. C'est pas un souci pour lui. C'est vraiment parce que on s'autorise pas à faire les choses qu'on dit que notre corps, il n'est pas capable de faire. C'est pas vrai, en fait. Alors, bien sûr qu'il y a des pathologies, quand vous avez des troubles de l'absorption ou des choses comme ça, vous n'arrivez jamais à compenser, ça c'est une certitude. Mais on est dans de la pathologie très spécifique. Le langage commun doit être la nutrition, c'est autre chose que l'obésité. C'est vraiment deux Oui, choses très, très ça différentes. c'est sûr. C'est aussi quelque chose sur lequel on essaie de communiquer, travailler sur la nutrition dans son sens global. C'est pas que c'est pas de la prévention de l'obésité systématiquement. Dans les messages courants, l'amalgame a été fait. Ça sera peut-être l'occasion sur un autre webinaire d'en parler, docteur Andrieux. C'est un sujet très, très vaste, très intéressant. Il y a énormément de choses à dire. Je sais pas si Alice Raphaël, est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport aux différents échanges qui ont eu lieu et en lien avec l'étude que vous avez menée? Je pense déjà que dans les interventions du docteur Andrieux, de monsieur Duplers et du docteur Coutenier, on retrouve pas mal de thématiques qu'on avait abordées. Moi, je voulais juste peut-être revenir sur la question sur la dépression et l'obésité, Mhm. parce qu'on en a parlé dans notre présentation. Et en effet, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une corrélation entre l'obésité et la dépression, donc il peut y avoir des facteurs similaires, etc. Mais il y a aussi des études plus récentes qui interrogent justement la causalité, donc le fait que la dépression, dans les deux sens, que la dépression peut euh, euh, entraîner de l'obésité et que l'obésité peut entraîner de la dépression, notamment par rapport à, par exemple, des choses comme le fait d'avoir une inflammation chronique, etc. Voilà, je voulais juste revenir Mm, là-dessus. mm, Mais mm. sinon, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute et pour vos questions. Oui, rien à ajouter de mon côté. Merci pour vos interventions aussi du docteur Coutenier, docteur Andrieux. Et
président de l'association. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Merci. Merci pour vos interventions. On est dans les temps, il est 13h48. C'est une première pour nous, en tout cas sur ce sujet, de faire un webinaire de ce type-là. Je trouve ça très intéressant. On a eu pas mal de gens qui sont connectés. On poursuivra les travaux. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à communiquer via par mail, par les réseaux sociaux, par LinkedIn. On va poursuivre de la communication sur ces travaux. Donc, nous, côté ARS, on travaille à la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces sujets de gestion des émotions, d'image corporelle, dans le cadre de la prise en charge de l'obésité, mais pas que. Justement, essayer d'ouvrir le sujet. C'est pas un sujet simple, donc on est en train de phosphorer et puis on va continuer à travailler en lien avec les professionnels de la région. Il y a beaucoup de richesses régionales sur ces sujets et pour faire quelque chose qui corresponde aux spécificités de la région Hauts-de-France. Parce que voilà, plus c'est adapté au contexte, plus ça fonctionne, mieux ça fonctionne. Et écoutez, merci à tous, vous êtes connectés. Le replay sera disponible. Bon après-midi à vous et merci. Bon après-midi, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.